Merci de rester avec nous pour la seconde partie de New World Forum. Colonisation, un bien ou un mal pour l'Afrique, c'est la question que nous allons aborder maintenant avec deux personnes ressources au plateau. Je vous les présente. Koumtchane Siangou. Il est diplômé de l'IEP, Sciences Po et docteur en sciences de gestion. Docteur Siangou, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je précise que vous avez publié 2 ouvrages politiques déjà, de l'apprentissage démocratique, une méthode du changement au Togo et puis la République des chiens. Effectivement. Avec vous, docteur Foligada Ekwe. Docteur Ekwe, merci d'être avec nous. Merci beaucoup à vous. Vous êtes historien, président du mouvement panafricain Alaga, homme politique donc. Vous avez publié des ouvrages, notamment Sylvanos Olympio, au cœur des relations franco-togolaises. Tout à fait. Et je rappelle que dans la seconde partie de ce plateau, les téléspectateurs peuvent participer en posant des questions sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. Alors, nous allons commencer par comprendre la logique qui a présidé à la conquête coloniale. Pourquoi? Est-ce que c'est par souci d'impérialisme ou c'est par philanthropie que les Occidentaux ont décidé à un moment d'aller à la conquête du continent noir? Docteur Ekwe, à quelle logique répond la stratégie coloniale? Oui, alors, c'est une question qui est un peu complexe. Pour comprendre la logique à laquelle répond ou a répondu l'entreprise coloniale, on devrait peut-être interroger la raison coloniale, ce que j'appelle la raison coloniale. Et il y a 2 événements historiques importants que nous devrions interroger pour extraire des données qui nous seront utiles. Il y a un qui est très connu, dont parle presque tout le monde, la conférence fameuse de Berlin. Mais avant la conférence de Berlin, il y a eu un banquet, le banquet de 1879, où on devrait célébrer l'abolition de l'esclavage. Et un personnage très connu du nom de Victor Hugo, qui n'est pas des moindres dans l'Europe du 19e siècle, a fait un discours important qui va résumer en fait la raison coloniale. J'ai espéré qu'on puisse mettre à l'écran quelques bribes de ce discours. Ça nous permettrait peut-être d'aller avec un peu plus de circonspection. Oui, l'extrait à l'écran déjà. Voilà. Et nous voyons dans le discours de Victor Hugo, Victor Hugo appelle l'Assemblée, qui était multinationale ce soir-là, n'est-ce pas, à aller s'emparer de l'Afrique. Il fait remarquer notamment que l'Afrique est très proche de l'Europe et que l'Afrique est une terre qui est barbare et ensuite est très déserte, qui est très sauvage. Et il dira que Rome l'a touché. Lorsque Victor Hugo dit que Rome a touché l'Afrique, il entend la fameuse bulle papale, ce que nous appelons le Romanus Pontifex, qui a été publié intégralement par l'historien Anani Fassassi du Bénin. Donc cette bulle est disponible. Et il dit qu'il y a 2 grandes nations colonisatrices de l'Europe qui l'ont prise l'Afrique, la France et l'Angleterre. Victor Hugo continue, et là, il va figer la mission de l'Europe. Il dit « Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est le problème. L'Europe va le résoudre. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. Elle est à qui? Elle est à personne. Prenez cette terre qui est à Dieu. Dieu la donne aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Venez avec votre plein dans cette Afrique et du même coup, résolvez vos problèmes, vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires. Alors, il résume là la clé de l'entreprise coloniale. Les Européens, à un moment donné, après l'aventure esclavagiste, se sont retrouvés devant l'impossibilité de continuer par pérenniser leurs économies. Alors, il faut rappeler que toute l'économie, la nouvelle économie, donc la première ou la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire celle qui a commencé, je ne parle pas de la révolution industrielle américaine, qui a commencé avant toute, mais les 2 révolutions industrielles de l'Europe
ont été possibles grâce à l'accumulation du capital qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la traite négrière. Donc nous partons d'une économie de la traite qui va se transformer en une économie coloniale. Les Européens avaient besoin donc de résoudre certains problèmes qui sont endogènes à leur continent. Au même moment, il y avait cette tentation vers l'expansion jusqu'aux confins du monde. Il faudrait aller découvrir, explorer toutes les terres. Je crois que c'est un motif important ou fondamental de l'aventure coloniale. Mais le second événement, qui est la conférence de Berlin, la fameuse conférence de Berlin, beaucoup de personnes ont fait passer cette conférence, même dans les systèmes éducatifs, genre du Togo, du Bénin, en Afrique occidentale, ont fait passer cet événement comme étant le moment où l'Europe aurait divisé l'Afrique, où on a divisé le gâteau africain, où on a partagé l'Afrique, ce qui est complètement une caricature. Parce qu'il faut remarquer une chose. D'abord, cette conférence devait résoudre le différend qui s'était posé entre la Grande-Bretagne et le Portugal dans l'embouchure du bassin du Congo. C'était le problème central. L'Europe venait de sortir de la guerre, de la grande guerre de la Prusse, c'est-à-dire les guerres prussiennes qui ont pris fin en 1870. Et l'Europe cherchait ce qu'on appelle l'équilibre européen, avec notamment l'abbé Pierre, ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans toute l'histoire de la construction européenne qui partait de la fin du 19e siècle. Et l'Europe ne voulait plus faire de guerre. Alors que la conquête coloniale avait déjà commencé, il faut remarquer que déjà à 1875, 1870, les Européens étaient déjà en Afrique. Ce n'est pas à partir de 1885, non. C'était bien avant 1870 que la conquête a commencé. À Berlin, il fallait aussi décider de la liberté de circulation sur les fleuves du Congo et du Niger. Et, chose importante, de définir les règles d'annexion des nouvelles terres. Alors, lorsque Bismarck dit à l'entrée de cette conférence, notamment le 15 novembre 1884, lorsqu'il dit les règles devant régir la conquête de nouvelles terres, on comprend qu'il y avait des terres qui étaient déjà conquises. Du coup, on a la déclaration de Victor Hugo, le fameux banquet, et ensuite la conférence de Berlin, qui sont les deux grands événements qui nous permettent, dont l'analyse nous permet de comprendre la raison ou la logique à laquelle va répondre l'expansion coloniale. Alors, si je résume vos propos, je pourrais dire que la raison coloniale est une raison purement prédatrice. C'est ce que je comprends de ce qu'il a dit, Dr Siangou. Oui, c'est effectivement vrai ce que dit M. Ikwe. Alors, l'entreprise coloniale, il faut reconnaître qu'il y a clairement un ressort économique. Parce que l'Occident, quand il a eu, effectivement, après l'esclavage, cette envie d'aller plus loin, il fallait quand même se rendre compte d'une problématique qui est évidente. Ben, avant d'aborder le ressort économique et d'ajouter un certain nombre de points, il faut quand même dire que l'être humain est par définition un explorateur. Un prédateur. Un prédateur. Alors, simplement, pourquoi ? Parce que quand on revient à la philosophie, il nous apprend simplement que l'homme est un loup pour l'homme. Première chose. Et Thomas Hobbes. Et Jean-Jacques Rousseau nous apprend aussi qu'on est, mais on est toujours dans les fers. C'est-à-dire que quand à peine on résout un problème, qu'on est confronté à une autre situation problématique, il faudra résoudre. Alors, la problématique de l'Occident à l'époque, c'est vrai qu'il y avait ce ressort économique et il fallait effectivement aller à la conquête de nouvelles terres, comme le dit comment il s'appelle, Victor Hugo. Néanmoins, ce qui est important, c'est de comprendre que au-delà de tout, l'Occident était suffisamment et matériellement, économiquement et civilisationnellement assez doté pour dire je vais exporter ma civilisation et aller vers la conquête d'un monde sauvage. Il y a la dimension économique qui est effectivement fondatrice de cette conquête. Il y a une dimension civilisationnelle et cette dimension civilisationnelle, il ne faut pas la négliger parce que prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est une chose. Néanmoins, l'Europe avait énormément de prolétaires, mais nous étions pour eux des sauvages.
Et il faut venir, et c'est là que la théorie des 3C, en fait, s'illustre, en disant coloniser, civiliser et christianiser. Donc, nous n'avions pas de religion, nous n'avions pas de culture, et il fallait que l'Occident vienne. Ça, c'est un élément. Maintenant, la question de l'Occident, on ne pouvait pas, sortant de l'esclavage, laisser une terre qu'on a connue. Les Portugais étaient sur toutes les côtes, ils connaissaient la richesse de l'Afrique et ils savaient très bien, après bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, avec les problématiques auxquelles faisaient face les Occidentaux et particulièrement que ce soit la France, l'Angleterre et autres, il fallait bien en fait mettre la main sur cette manne. Et je pense que chaque fois qu'on pose la question de la colonisation, on la pose sous l'angle idéologique et sous l'angle moral. Moi je pense qu'il faudrait poser la question de la colonisation sous un angle rationnel et purement économique. Et à nous qui sommes colonisés, je vais terminer en disant une chose. La colonisation, comme je dirais la domination des autres peuples sur d'autres, ça a toujours existé. On peut citer que ce soit la colonisation chinoise, la colonisation phénicienne, que ce soit la colonisation en fait romaine, il y a eu énormément de colonisation. Néanmoins, en quoi la colonisation en fait occidentale sur l'Afrique est-elle traumatique? Parce que c'est contemporain et parce que nous posons aussi souvent la question sous un angle à la fois émotif et moral. Docteur Okwe, en termes civilisationnels, est-ce que l'Afrique, d'avant la colonisation, peut être considérée comme un continent sauvage? Qui étaient les Africains avant la colonisation? Bien, c'est une problématique historiographique majeure du XXe siècle. Et vous savez très bien que Hegel et bien d'autres philosophes, dont Spinoza, Voltaire, avaient théorisé le caractère sauvage des peuples non connus. C'est-à-dire, même quand vous prenez les sciences naturelles qui naissaient, n'est-ce pas, avec notamment la Société des scientifiques d'Europe, les techniques qui ont été des techniques d'exploration anthropologique qui ont été expérimentées, Malinowski et ainsi de suite, les gens se sont retrouvés devant des populations qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'ont pas vraiment une vision réelle, ni de l'origine, ni du parcours, ni de la téléologie. Alors, Hegel va poser le postulat, très important, de la synonymie entre ce que j'appelle la civilisation et l'écriture. C'est-à-dire, civilisation, il y a lorsqu'il y a de l'écriture, lorsque des gens ont écrit, lorsqu'il y a une histoire. Justement, il dit que l'Afrique est une terre inerte, morte, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de civilisation, qui doit être civilisée. Aujourd'hui, la philosophie a battu en brèche l'absolutisme de la civilisation. Nous savons tous que tout peuple qui a une langue, qui a un système de représentation métaphysique du divin, qui a produit des formes de communication dans la diachronie, dans l'histoire, est doté forcément d'une civilisation. Maintenant, le relativisme civilisationnel est un autre débat. Les civilisations ne sont pas les mêmes. Doit-on dire, là je vais paraphraser Mobutu, que des peuples qui ont construit des milliers, des centaines de milliers de kilomètres d'autoroutes, mais dont le taux de suicide est à 70% pour certains pays, doit-on dire que ces peuples sont civilisés? Doit-on dire que des peuples qui, en 1941-45, étaient en train de rédiger, notamment la Charte de l'Atlantique, qui deviendra la Charte des Nations Unies, et qui, en 1949 et 48, notamment avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui parlait de l'égalité des hommes, des peuples pareils, et au même moment, des populations qui étaient des esclaves, qu'ils esclavagisaient. Quand vous prenez quelqu'un comme Jefferson aux États-Unis, l'un des défenseurs de l'abolition de l'esclavage dans le Sud, qui pourtant avait chez lui, dans ses ranchs, des esclaves. Lorsque vous prenez quelqu'un comme Voltaire, qui avait investi dans le commerce de l'esclave, de la traite, mais qui écrivait les thèses de la miséricorde, les thèses de la lumière, notamment toute la philosophie des Lumières qui parle de l'humanisme, ainsi de suite, les mêmes peuples qui, lorsqu'ils ne sont pas en Europe, ils sont en Afrique, ils deviennent des bourreaux de l'humanité.
Quand vous prenez des tests où l'on vous présente les Africains comme étant des entités humanoïdes sans âme, c'est-à-dire donc qu'on peut transformer en bien meuble. Je vais citer en passant les codes noirs, le code noir de Colbert, le code noir anglais, le code noir portugais, ainsi de suite. Le code noir sud-africain, puisqu'il y a eu aussi un code noir en Afrique du Sud. Alors, quand vous avez toutes ces documentations devant vous, vous relativisez la question de la civilisation. Les peuples africains, si je vais revenir à Hegel, je dirais que Hegel est sorti de l'histoire du moment où l'écriture romaine, qui provient d'une certaine manière de la philosophie scripturale grecque, qui elle-même provient de la philosophie scripturale phénicienne, d'autant que celui qui va apporter l'écriture en Grèce, le Cadmos, sa nièce qui s'appelle Europa, et c'est lui qui donnera le nom Europe au subcontinent européen, la nièce de Cadmus, qui était elle-même une négresse. Quand vous considérez que les Grecs, les Phéniciens ont pris le linéaire A, le linéaire B, donc vous avez alpha, bêta, et vous savez que l'écriture, la souche originelle, provient de l'Égypte, qui était négroïde. Et quand vous savez que toute la civilisation de notre époque actuelle, qui est composée de 7 grands empires, depuis l'émergence de l'Égypte, avec la réunification de la Sémataoui notamment, autour du delta, depuis l'Égypte jusqu'aujourd'hui, avec que toutes les sciences mères ont été bâties, mises en place par les Africains. Vous prenez des théorèmes comme le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. On ne va pas revenir sur l'antériorité scientifique des peuples africains. Même la santé serait née d'Imhotep. Bien sûr. Mais Imhotep, c'est le plus grand savant de l'histoire. La santé, Imhotep était le patron de la maçonnerie. C'est-à-dire ce qu'on appelait les opératifs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les spéculatifs qui vont naître en Europe, en Grande-Bretagne, pour créer ce qu'on appelait les loges, la première grande loge maçonnique. Donc toute la science, n'est-ce pas, de la maçonnerie et de la construction, les secrets de la construction pyramidale et autres, ils proviennent tous de l'Afrique. Alors on ne peut pas dire, à la fin du 19e siècle, que les populations africaines n'ont pas de civilisation, ne sont pas dans l'histoire, parce qu'elles n'ont pas l'écriture, puisqu'elles ont eu l'écriture avant les Européens. Donc, il faut maintenant interroger l'histoire pour savoir à quel moment de l'histoire les Africains ont-ils abandonné la transcription ou la fixation du savoir sur des papiers. Je vais vous renvoyer cette question tout à l'heure. Oui. Mais je voudrais comprendre une chose. Alors, à quelle logique répond la sécrétion d'une idéologie si sombre sur les Africains? Est-ce que ce n'est pas condescendance? Est-ce que ce n'est pas ignorance? Ou ce n'est pas méchanceté? Très rapidement, avant que je passe la parole à la docteur. C'est de la logique utilitariste. Je vous renvoie à Bentham. C'est-à-dire que vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il est enragé, vous dites qu'il est malade. Alors, il faut savoir une chose. Nous avons la documentation des archives anglaises, des archives néerlandaises, la Hollande important, et les archives espagnoles, où vous voyez des tests où les explorateurs ou les voyageurs européens comparaient certaines villes africaines, notamment de l'Afrique occidentale, avec des places fortes de l'Europe comme Rotterdam, Amsterdam, Paris, ainsi de suite. Lorsque l'occupation ou la campagne négrière va commencer, la plupart des empires ou des royaumes africains étaient en avance sur toute l'Europe. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne suis pas sur un plateau d'historien. Alors, je ne vais pas vous apprendre, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que lorsque Moussa Kanka va faire son expédition à la Mecque, à travers le désert, passant par le Caire, il a tellement donné de l'or, il a tellement régalé de l'or à la cour du califat, que pendant 4 ans, certains historiens parlent de 10 ans, le cours de l'or a chuté dans le monde entier. Alors nous ne sommes pas en train de parler de petits villages de rayons dans des zones périphériques de l'Afrique où il n'y a pas de civilisation, où il n'y a pas de la mécanique. Je vais vous dire ici que les Européens sont très bien conscients, ils étaient très bien conscients des rapports de force initiaux entre l'Europe et l'Afrique. Et ce n'est pas les Européens en premier lieu qui ont déporté les Africains. Ça a été les Arabes.
parce que les Arabes avaient pratiqué la traite, cette sorte de domination sur les populations européennes. Les sites sont nombreux. J'en connais 2 en France personnellement et 3 en Italie où les Européens étaient castrés par les Arabes. Alors, les Arabes déportaient les Africains et ont introduit les Européens, notamment l'Église, dans cette affaire qui est devenue très dommageable, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour l'humanité entière. Alors, en revenant, et je finis ici à votre question, les Européens ou les Eurasiatiques, dans leur tradition sociologique, ils ont 3 grandes castes, ce qui est différent de la synarchie égyptienne où on comptait 4 castes. La caste des Blancs, la caste des Rouges et la caste des Noirs. Vous voyez ces 3 schémas dans presque tous les ouvrages de philosophie classique de l'Europe. Dumézil notamment a fait un ouvrage où il parle abondamment de cette problématique, de cette question-là. Les Blancs, c'est les nantis, c'est les nobles, c'est les aristocrates. Les Rouges, c'est les militaires, ceux qui sont dans les métiers de la sécurité. Et les Noirs, c'est quoi? C'est qui? C'est des pauvres gens qui servent, qui n'ont aucun pouvoir dans la société, qui sont des serviles. Oui, taillables et corveillables, merci. Tout à fait. Or, lorsque, dans toute société eurasiatique, il y a ces trois divisions, ces 3 subdivisions de la société. Lorsqu'on va esclavagiser les Africains, dans leur perspective sociologique, ayant inséré les Africains dans une strate qui serait celle des Noirs, les Africains vont devenir des Noirs. Parce que même dans l'historiographie scripturale, vous ne trouvez jamais le terme noir pour désigner les Africains avant l'aventure négrière. Ça n'existait pas. Je suis formel là-dessus. Vous ne trouvez pas un terme où on parle de noir pour identifier les Africains avant le début de l'aventure négrière. C'est une transformation du vocabulaire eu égard à la nature des rapports de force qui se sont mis en place entre l'Occident et l'Afrique. Oui. Bref, si vous me permettez de terminer, oui, je peux aller. Bref, il y a une conscience que les Africains ne sont pas le stéréotype que l'on fait passer d'eux, mais de façon utilitariste. Il a fallu que l'on présente l'Africain sous le joug de la malédiction noachique et tout ce qui sort, tout ce qui vient dans le développement de cette idéologie pour que l'aventure négrière coloniale soit possible. Alors, pourquoi alors les Africains ont-ils accepté cette idéologie fabriquée de toutes pièces? Docteur Siangou, pourquoi la loi coloniale a réussi finalement à être implantée, on va dire, plus ou moins facilement dans l'Afrique? Oui, je pense qu'il est important que l'Africain comprenne que l'histoire est enseignante. Et c'est pas à l'Africain de comprendre, c'est normal qu'on regarde dans le rétroviseur et qu'on puisse, de par ce qui s'est passé, et c'est Kant qui le dit, l'histoire est la maîtresse, en fait, de toute connaissance. Alors, pourquoi l'Africain, aujourd'hui, a cette caricature et souffre de cette logique-là? D'abord, pour revenir à cette question de l'écriture, la question de la civilisation est posée sous l'angle de ce qui peut être, en fait, connu, su, et de ce qui peut être donné à voir. Alors, pour revenir à ce qui est de l'ordre de l'écriture, il y a Éric Orsena qui a publié un bouquin qui est très intéressant et il parle de la route du papier, sur la route du papier, et il démontre que l'écriture a pour origine en fait l'Égypte. Et il est allé de l'Occident jusqu'à la Chine pour montrer le parcours en fait de la connaissance et de la science. Alors, ce parcours-là, qui nous laisse voir ce parcours, ce n'est pas nous les Africains. Et là, je reviens à Cheikh Anta Diop avec ses écrits. Et on voit aussi dans la littérature africaine, Frantz Fanon, ceux-là qui célèbrent en fait l'Afrique et toute son histoire et son historicité. Néanmoins, ce qui est important, c'est que à un moment, il faut se poser la question concrètement, quel est le ressort fondateur? Parce que si vous parvenez à laisser voir, à laisser entendre et à laisser dire ce que vous êtes, ou même ce que vous n'êtes pas, si vous construisez une légende sur la base de ce qui n'existe pas, vous ferez au bout de 100 ans
200 ans, faire croire à d'autres générations que c'est la réalité. Alors, le problème de la colonisation ou de l'esclavage, ça ne s'oppose pas sous l'angle de qu'est-ce que l'Africain a pu construire dans son passé, mais ça relève du complexe de Neuron. Et Neuron, le complexe de Neuron, tel que nous a décrit Albert Memmi, dans ce qu'il entend, le portrait du colonisé et le portrait du colonisateur. Le portrait de Neuron, c'est quoi? C'est la condescendance, et on revient à Rome, c'est-à-dire Neuron, qui était l'empereur romain, avec une certaine condescendance, regardait en fait tout le monde avec une certaine hauteur. Ce qui fait que l'Africain, de par tout le parcours que nous connaissons, si nous remontons à l'Égypte avec tout ce qui... Et si nous revenons même aux empires, les empires africains ont fait énormément de choses. Quand je parle de Soundiata Keita, quand je parle de l'empire du Mali, même juste à côté, au Burkina Faso, l'empire Mossi, on a des traces. Néanmoins, ces traces-là méritent quand même que cela soit connu. Et aujourd'hui, c'est là que nous, les Africains, nous devons comprendre qu'il n'est pas nécessaire de célébrer un passé ou, je dirais, une légende glorieuse. Il revient de se poser la question concrètement aujourd'hui en termes de faits. Parce que, quoi qu'on dise, la colonisation, on parlait tantôt en fait de la colonisation arabo-musulmane, c'est vrai que ça existe, mais si vous arrivez en France, si vous arrivez en Espagne et que vous en parlez, c'est une histoire de légende. Parce que l'Occident a pu construire en fait un présent, une technologie, une science, et de par ce qu'ils ont hérité, ils ont gommé totalement en fait tout l'héritage des autres peuples, et ils ont démontré que c'est eux qui en sont auteurs. Ça veut dire que la question de la civilisation ou la question de la culture et de comment laisser voir cette culture, c'est important. D'autant que si nous revenons effectivement aux philosophes, la culture et la nature, c'est une chose. Néanmoins, nous sommes tous nantis d'une culture et d'une civilisation. Néanmoins, est-il important de faire voir et de faire prévaloir cette culture? Donc, je pense que à la culture, en fait, de ce que nous savons faire, il est important de se donner les moyens économiques, puisque la colonisation même a pour véritablement ressort, pour fondement, la prospérité d'un peuple et son futur. Mais la question centrale, pourquoi et comment les Africains ont-ils pu accepter, on va dire même boire ce passé recomposé avec des éléments factices? Alors, l'acceptation ou la non-acceptation, c'est une question. Alors, ça pose la question de l'existentialisme aussi, en fait. D'abord, quand les Occidentaux sont arrivés, je parlais tantôt de la question de la civilisation. Jean-Paul Sartre dit que quand deux Noirs sont entre eux, c'est le français, en fait, qui est au milieu. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui, je suis africain, togolais, mais quand je m'exprime en français. Et en m'exprimant en français, j'aurais en fait envie de m'exprimer dans ma langue natale, le Moba. J'aurais envie, on m'appelle aujourd'hui Koumtian, c'est quand je me suis retrouvé en France en tant qu'étudiant togolais, que mon prénom, Koumtian, j'ai senti en fait sa valeur. C'est-à-dire qu'il y a une négation totale, parce que c'est là, pour en venir à la philosophie, quand les Occidentaux ont voulu en fait nous coloniser, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis en place une stratégie pour nous montrer combien nous étions inférieurs, combien nous n'existons pas. Et quand vous êtes dans la négation même de l'identité de la personne, et quand vous avez pu gommer le moi, c'est que le surmoi n'existe plus. Et c'est là la question de l'Occident, et de par sa fabrication d'un Africain, d'un colonisé qui ne pense pas par lui-même. Et j'en viens toujours à ce portrait du colonisé qui a toujours pour référent, pour maître absolu, l'occidental qui est sur son piédestal et qui regarde, et quand il veut que ce soit le néant, c'est le néant. Donc ce n'est pas tant notre volonté. Néanmoins, depuis cette colonisation, qu'avons-nous fait pour arriver à émerger? Non seulement sur le plan économique, scientifique, mais sur le plan culturel. Toute la question est là. Docteur Ekwe, qu'est-ce qui a pu hypnotiser l'Afrique et les Africains? Comment sont-ils arrivés à accepter finalement cette domination plus ou moins facilement, jusqu'à disparaître, on va dire, culturellement?
Bien, d'abord, le moins temporairement. Oui, temporairement. Je ne dirais pas que l'Africain a accepté facilement. Ensuite, je ne dirais pas non plus que l'Africain s'est effacé complètement. Ce n'est pas tous les aspects de la culture africaine qui ont été absorbés ou qui ont été gommés par la tentative assimilationniste du colon ou du colonisateur. Alors, qu'est-ce qui explique cette résilience, on va dire, naïve finalement? Oui, c'est une résilience qui est naïve lorsque vous considérez certaines zones de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, même la philosophie si je veux citer Achille Mbembe, nous parle de deux Afriques, c'est-à-dire l'Afrique qui a été soumise à la lumière de la civilisation européenne et l'Afrique qui n'a jamais été soumise à cette lumière ou qui n'a pas senti les lueurs de cette lumière. Je parle de lumière en griffe. Alors, cette Afrique qui a été assimilée est celle-là qui va remplacer les administrateurs colons à la tête des États qui ont été mis en place. Il y a une autre Afrique qui est très profonde. Je vous donne l'exemple très banal des Dogons. L'histoire des Dogons qui étaient dans leur royaume. Un jour, ils voient des jeeps arriver et on leur dit, on les informe que vous êtes dans un territoire français. Alors les Dogons disent, nous avons toujours été ici depuis des siècles. De quel territoire parlez-vous? Parce que, justement, les colons n'ont jamais eu de contact avec les Dogons. Personne ne sait comment cela a pu être possible, mais il n'y a pas eu d'invasion coloniale ni de pression militaire coloniale face aux Dogons. Alors, il y a une Afrique comme ça qui est gouvernée par l'Afrique qui a été assimilée. Je prends un exemple. Vous avez le dimanche, qui est un jour de messe, de culte pour les chrétiens catholiques, qui est en même temps le jour férié par excellence de nos États. Or, le postulat républicain voudrait que l'État soit laïque. Au même moment, vous avez des musulmans qui ont les institutions délocalisées, dont la source est notamment là où vous savez, qui jouissent également de 1 ou à 2 jours fériés payés par an. Vous avez ceux qui sont appelés les traditionalistes, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, qui n'ont aucune étiquette religieuse externe, qui sont, selon nos constitutions, les gardiens des us et coutumes de nos pays, et qui ne sont consultés que lorsque l'Afrique assimilée a besoin périphériquement d'eux. Ça, c'est un cliché de la situation d'une Afrique qui ne peut être déclarée résiliente de façon naïve, ni vulnérable de façon naïve. Moi, je sais, de par l'étude des conquêtes de l'Afrique par l'Occident, qu'il y a toujours une première phase de choc, notamment une phase de pénétration militaire, c'est-à-dire des incursions belliqueuses, où des royaumes, des villages, des empires ont dû croiser les crampons, comme on dit souvent en langage footballistique, avec les Européens. La supériorité militaire de l'Europe a eu raison de la résistance militaire africaine dans le temps. Le cas de l'Éthiopie, 1934-1936, est assez illustratif de cette situation. Maintenant, lorsque cette phase de résistance ou de guerre arrive à un certain point, va rentrer une phase où le colonisateur a forcément besoin que le colonisé accepte sa domination, intériorise sa domination, sa supériorité pour gouverner. C'est ce qu'on appelle le régime colonial ordinaire. Il faut mettre en place des administrations, il faut mettre en place l'école, il faut mettre en place les lieux de culte, les lieux de messe. Et du coup, il faut que des Africains, pas tous, des Africains acceptent que la supériorité matérielle
équivaut à la supériorité civilisationnelle, ce qui est une équation fausse. Parce que, on reviendra peut-être là-dessus, la civilisation actuelle, elle n'est pas le summum de l'œuvre civilisationnelle humaine. Russell a démontré que la polarité du courant qui a permis de construire l'industrie actuelle mondiale est de 2, alors que le courant aurait 4 polarités. Et lorsque vous voulez développer une technologie à partir du courant à 4 polarités, vous avez d'autres mondes. Et nous sommes dans un système galactique où nous ne sommes pas seuls. Et nous savons que ceux qui ne sont pas de la Terre ont atteint des degrés de civilisation qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons ici. Le génie humain est infini. Du coup, la civilisation matérielle actuelle, que nous considérons peut-être par erreur, ou par insuffisance, ou par complexe, ou par manque de connaissances. Par manque de connaissances, par absence de vision, parce qu'on n'a pas vu autre chose. Peut-être on considère que ça, c'est le summum. Cette civilisation matérielle pose d'énormes problèmes. Les Africains, je fais une parenthèse dans mon discours en disant que la transformation de la matière est soumise à des règles et à des lois. Je me réfère aux 3 constitutions égyptiennes que malheureusement personne n'enseigne en Afrique. La constitution de l'homme, la constitution du genre animal, la constitution du genre végétal. C'est les 3 constitutions auxquelles respect était astreinte l'autorité qui gouvernait l'Égypte. C'est-à-dire, il y a des lois qui empêchent certaines formes de transformation de la matière. Or, la civilisation actuelle a violé tellement ces lois. On a transformé la matière dans des dimensions incroyables et forcément, on forcera la nature, on contraindra la nature à refaire un backup. Ça viendra absolument, c'est le cours de l'histoire. Donc, l'Afrique a résisté matériellement, elle a été vaincue. Mais du point de vue de sa culture, elle est debout. On ne va pas donner l'exemple de toute la science africaine, partout dans les colonies en Amérique. Si je vous dis que les feux tricolores ont été inventés par les Noirs, si je vous dis que le système frigorifique que vous avez inventé par un Noir, il y a tellement de choses qui ont été d'objets, de matériaux qui ont été inventés par des Noirs esclaves qui ne pouvant pas déposer leur brevet aux États-Unis, en Hollande, en Angleterre, en France, partout, qui aujourd'hui vont faire la gloire de la civilisation matérielle actuelle. L'ordinateur, le premier computer qui a été mis en place, a été assemblé et testé par un chercheur nigérian qui a quitté l'Afrique pour aller vers les États-Unis. Je vous parle des années 60-70. Du coup, l'Afrique n'est pas en tant que telle en marge de l'évolution matérielle actuelle. Ne parlons pas de la musique, de la culture, des langues, de la fertilité linguistique. Un peuple qui s'appelait Yoruba, qui quitte le Loyo, qui arrive au nord du Dahomey, qui devient Dogbo, et qui devient Adja, qui devient Ewe, dont les langues changent à quelques kilomètres. Cette fertilité linguistique et la culture musicale, le jazz, le blues, toutes ces musiques sont africaines. Elles se sont imposées comme des musiques, des world music mondiales, qui aujourd'hui lèvent le doigt pour dire « je suis l'inventeur du jazz ». Personne. Parce que dans l'ADN civilisationnel de l'Afrique, il n'y a pas cette course à la gloire de la création. Vous allez le remarquer un peu partout. Même ici dans nos écoles, dans nos universités, les Africains créent tout le temps. Ils ne vont pas réclamer le brevet que nous avons créé. C'est des civilisations différentes. On ne peut pas les comparer. Du coup, il y a une résilience qui existe toujours. Nous parlons le français. Vous savez très bien que les langues coloniales deviennent de plus en plus des langues périphériques. Je ne vais pas vous donner les exemples que vous connaissez. La Tanzanie, le Sénégal, la RDC, pas trop le Congo-Brazzaville, qui est une exception, des pays comme le Bénin. Vous verrez de plus en plus d'émissions officielles dans des langues africaines locales. Vous avez des systèmes d'écriture qui commencent à être développés, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a une certaine résilience de l'Afrique. Et je suis d'accord lorsque j'entends
un philosophe africain haïtien qui dit que la renaissance de l'Afrique viendra de la renaissance culturelle. À partir de l'instant où nous aurons pris conscience de notre particularisme et de nos singularismes, de notre capacité de créer comme toutes les autres variantes de l'Homo sapiens, à partir de l'instant où nous aurons pris conscience que ce n'est pas l'étranger qui doit venir nous dire que vous avez le Covid-19, vous devez cracher dans le coude. Je donne un exemple très banal. Vous avez le Covid-19, vous devez porter les masques tous les jours que Dieu fait. Vous avez des journalistes qui répètent à longueur de journée ce que disent les journalistes étrangers. Tant que ce phénomène existe, je vous l'assure, il n'y aura pas de prise en charge de l'Africain par lui-même. Pourtant, des discours sur les événements du monde changent de civilisation en civilisation. Donc, il faut une prise de conscience du point de vue culturel. Les problèmes de la culture sont grands. Nous les résumons en 3 volets. Le système historique, c'est-à-dire le rétablissement de la conscience historique, parce qu'on ne peut pas puiser une conscience historique saine d'une histoire falsifiée. Ensuite, vous avez le système religieux. Il faudrait que les Africains arrivent à une synthèse, comme le dit souvent Cheikh Anta Diop, écrit dans son ouvrage « Civilisation barbarie », une synthèse de la pensée métaphysique africaine qui pourra donner lieu à des institutions, n'est-ce pas, cultuelles, parce que ça viendra, et peut-être pas dans notre génération ça viendra, et ensuite que nous ayons le 3e volet, ce qu'on appelle la matrice linguistique africaine. Ce sont des révolutions ou des évolutions qui viendront. Il n'en sera pas autrement parce que c'est la marche de l'histoire. Finalement, est-ce que l'Africain, tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas trop métissé? Est-ce qu'il n'est pas trop mélangé pour renaître originellement? Alors, je parlais tantôt en fait de la colonisation qui est de nature humaine, le métissage aussi. Et je pense qu'il faut se dire, hein, moi je suis Mamba, je viens de Dapon, je me retrouve à Lomé. C'est pas totalement en costume, effectivement, c'est pas totalement la même chose. Mais pour revenir à la question de la colonisation, reconnaissons quand même que l'Afrique, c'est une valeur importante. Ces valeurs-là, on sait très bien qu'elles n'est pas en soi pilotée par, je dirais, les administrateurs. Il y a un soubassement, un fondement qui est assez important. Encore faut-il le réveiller, encore faut-il le faire émerger. Moi, je suis totalement d'accord parce que nous avons cette richesse éthique, morale et civilisationnelle qu'il convient réellement de réveiller. Néanmoins, est-ce qu'on peut le réveiller dans ce contexte, dans le contexte de l'école, de la religion, l'école qui est une forme de perpétuation? Exactement. Et je vous rejoins de l'histoire totalement. falsifiée. C'est ça. Quand j'entends Senghor dire la raison est Hélène et l'émotion nègre, on nous a appris ça tout le long. Ça veut dire que nous avons un manque quelque part, un manque de rationalité, et que ce manque de rationalité ajouté à notre émotion, ça veut dire qu'on a quand même une partie de la bestialité qui est dominante. Et là, si nous avons des administrateurs, les premiers qui ont, je dirais, combattu le blanc et qui se sont installés sur en fait toute l'Afrique et qui constituent pour nous en quelque sorte des référents, est-ce que réellement l'Africain peut se réclamer authentiquement africain? Et moi, je pense que ce n'est même pas la peine de chercher à se réclamer authentiquement africain. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Paris, il y a des quartiers de Paris où c'est énormément d'Africains, énormément d'Arabes. Mais la question, c'est quel est le principe fondateur de leur administration, de leur civilisation? C'est aux Africains de se soumettre à leurs principes et non pas le contraire. Pourtant, ici, nous avons quand même cette difficulté-là à faire émerger notre culture et nous avons cette difficulté à penser notre culture. Alors, que ce soit l'Égypte, on ne va pas revenir au calendrier grec, mais aujourd'hui, quand on nous parle des langues locales, la question est de voir, est-ce que si on propose en Afrique aujourd'hui, et particulièrement au Togo, d'enseigner une langue locale,
est-ce que nous serions prêts à l'accepter? Certains l'ont essayé et réussi pratiquement. Au Sénégal, le Wolof, par exemple, parlait sur les plateaux de télévision aussi facilement que le français. C'est très bien, mais nous allons revenir à la question de l'économie aujourd'hui. Qu'est-ce qui fera que cette langue pourra s'imposer dans les écoles? Comment fera-t-on pour que les écoles dans le Sénégal profond puissent prospérer et qu'on n'enseigne rien que le Wolof en mathématiques dans toutes les disciplines? C'est toute la question. Oui, ce sont des questions importantes auxquelles nous allons répondre. Mais là, nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. À la reprise, vous aurez l'occasion de participer en direct à notre plateau par nos réseaux sociaux. À tout de suite.